Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous? Une activité rémunératrice? Un moyen d'épanouissement? Ou un engagement social? Une corvée peut-être? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute! Au boulot! Salut Mathieu, comment ça va? Ça va, et toi? Bah écoute, la forme. Est-ce que je peux te demander rapidement de te présenter quand même pour les auditeurs? Alors, Mathieu, donc j'ai 34 ans. J'habite à côté de Bordeaux en Gironde et je suis médecin généraliste. Ok, et tu vas être le premier dans les épisodes à ne pas avoir un statut de salarié ou assimilé. Tu vas être le premier à pouvoir nous raconter un peu comment ça marche différemment. C'est ça. Après, il y a une petite particularité, c'est que je suis aussi chef de clinique à l'université, donc j'ai une partie de salariat, mais qui est plus orientée recherche et enseignement. Cool, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Du coup, écoute, on va embarquer tout de suite. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif de ton parcours pro? Du coup, donc j'ai commencé mes études de médecine en 2008-2009. J'ai redoublé comme à peu près tout le monde la première année. Et après, j'ai avancé tranquillement jusqu'à la sixième année. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, donc la première année, c'est un socle commun. Enfin, c'était un socle commun pour kiné, sage-femme, dentaire et médecine. Et après, donc on choisissait en fonction de notre classement vers quelle filière on s'orientait. Et après, une fois qu'on est dans une filière, on avance tranquillement. En médecine, donc on est de la deuxième à la troisième année, c'est surtout de la théorie et du fondamental. À partir de la quatrième année, on est en stage, on est ce qu'on appelle externe. Globalement, on est un peu esclave à tout faire, pour résumer, dans différents services hospitaliers. Et une fois chez un médecin généraliste, à l'époque, moi, je voulais pas faire médecine générale, je m'orientais plus sur la pédiatrie. Et finalement, mon stage de médecine générale, ça m'a beaucoup plu, ce qui fait que je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, en sixième année, on passe un concours qui nous classe au niveau national et en fonction, on choisit sa spécialité et sa ville. Et donc, moi, j'ai choisi, j'avais déjà fait toute ma vie sur la Gironde, donc j'ai choisi de rester sur la Gironde et donc médecine générale, mes 3 ans d'internat. Et après, donc j'ai terminé, j'ai été diplômé, j'ai terminé mes études en 2019, juste avant le Covid, et j'ai fait ma thèse en 2021. Ouais, j'ai terminé juste avant, pile poil, novembre 2019. Un début de carrière de médecine avec un Covid, ça doit être particulier ça. Je me suis pas ennuyé, on va dire. Il y a eu des jours, en fait, au tout début, comme les patients allaient à la pharmacie renouveler leur traitement tout seul. Ce sera peut-être intéressant d'en parler, on a eu une période où, en fait, on ne travaillait plus. C'est-à-dire que j'arrivais au cabinet où je remplaçais à 10 heures et je repartais à 11h30 parce que, il y avait rien, parce que, tout se faisait par téléconsultation, par téléphone. Et puis, tout le monde était confiné. Donc, en fait, il y avait plus rien, il n'y avait plus que du Covid et la Gironde était épargnée sur la première vague. Donc, j'étais chez moi surtout à jouer aux jeux vidéo et regarder des séries. Ok, on va en reparler après parce que clairement, il y a des questions par rapport à ça et sur la téléconsultation et sur... en fait, t'es pas salarié, donc quand t'es chez toi, qu'est-ce que ça implique Mm. pour le reste de ta vie? Mais je vais reprendre chronologiquement. T'as parlé de la quatrième année où t'es externe Ouais, et puis t'as décrit ça comme de l'esclavage entre guillemets. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, je connais vaguement, mais je pense que je connais pas très bien le détail non plus de comment ça se passe, les conditions de rémunération, horaire, de garde ou peu importe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? À l'époque, donc c'était entre 2014 et 2016, on était payé donc en quatrième année 100 euros par mois net. Waouh. En cinquième année 200 euros par mois, donc on doublait notre salaire, ce qui était incroyable. Et en sixième année 250 euros par mois, et on vivait avec ça. À côté de ça, on fait quand même pas mal tourner les hôpitaux sur la partie quand on est de garde aux urgences, on est souvent les premiers à voir les patients. Soit c'est nous, soit c'est l'interne, en fonction de si on est à l'aise ou pas. Et après, dans les services, ça va être très, très dépendant d'un service à l'autre. Il y a des services où c'est très pédagogue et où en fait on va nous aider et nous apprendre plein de choses et on va aller voir le patient, puis après on va le revoir avec l'interne qui va nous apprendre des choses. Comme ça peut être inintéressant et on fait de la paperasse et on classe des papiers dans les dossiers des patients et on pointe. Donc c'est très aléatoire, donc ça peut être très intéressant, comme ce que je disais tout à l'heure, de l'esclavagisme bête. Et alors,
tout le côté, comme tu dis, paperasse très inintéressant, est-ce que c'est des choses qui sont souvent délaissées par ceux qui sont déjà en poste pour le laisser aux externes parce que ça fait de la main-d'œuvre pas chère pour faire les tâches un peu pénibles, ou est-ce qu'il y a quand même une répartition, il n'y a pas que vous qui faites ça? Globalement, dans les 2 services où je suis tombé, donc je dirais rien, je peux pas dire plus, mais dans les 2 services où je suis tombé, où ça s'est passé comme ça, non, globalement, c'est descendant. C'est-à-dire qu'en fait, tu refourgues à celui en dessous de toi les choses que tu veux pas faire. Donc, ça descend jusqu'à la personne la plus en bas de l'échelle. Donc, en médecine, c'est l'externe Ouais. qui est appelé ce qu'on appelle parfois un thrombus de couloir. C'est-à-dire qu'en fait, il bouche le couloir en attendant qu'on lui confie une tâche. Donc, Il y a vraiment en plus l'aspect culturel derrière avec le vocabulaire qui va bien. Ok, c'est des joyeusetés, dis donc. Pour remettre un peu de contexte pour ceux qui sauraient pas, un stage à la même époque, parce que moi je connais à peu près ces dates-là aussi, je pense que soit ça n'a pas bougé, soit ça a légèrement augmenté, mais pas grand-chose. Un stage à partir de 2 mois, peu importe le stage, c'était 436 euros minimum la rémunération. Donc ça veut dire que vous étiez payé moins que le minimum légal de stage dans le cadre d'un stage en entreprise privée. Juste pour resituer quand même. ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, mais c'est pas très impressionnant pour autant. Ok, donc ça c'est un peu les années où tu souffres beaucoup de pénibilité, de temps et puis très très peu de considération aussi, j'imagine, de ce que je comprends. C'est ça. Et vient la 6e année, le concours, et tu dis qu'il y a, selon ton classement et ta spécialisation et ta ville qui rentre en jeu, toi tu as réussi à avoir exactement ce que tu voulais, à savoir médecine générale et, entre guillemets, peut-être pas la ville exacte, mais en tout cas la région que tu voulais. C'est ça. Si tu avais eu moins que ce que tu voulais en position de concours, c'était quoi tes options? J'aurais eu ça quoi qu'il arrive. C'est juste que mon parcours derrière aurait été un peu plus compliqué. En gros, tout est une histoire de classement en médecine du début à la fin. Une fois qu'on a choisi la spécialité et la ville, on est à nouveau classé selon l'ordre de choix, c'est-à-dire le premier qui a choisi est premier, le deuxième, etc. Et après, on va choisir nos stages. Donc, mieux on est classé dans notre promotion de la spécialité de la ville, donc de médecine générale à Bordeaux, et mieux on aura en termes de stage et moins on ira loin. C'est-à-dire que ça évite de se retrouver largué à déménager tous les 6 mois dans différentes zones, puisque quand on dit Bordeaux, en fait, on parle d'Aix-Aquitaine. Donc c'est quand même un territoire énorme et on pouvait se retrouver à Pau en janvier, puis à Bordeaux en mai, puis après on change à nouveau, on retourne dans le sud. Il valait mieux être plutôt bien classé. Donc moi, effectivement, je me suis retrouvé à la moitié de ma promo, ce qui m'allait très bien. J'ai pu avoir des stages intéressants, quoi. Vu que c'est là on parle médecine générale, j'imagine qu'il n'y a pas de notion de... En fait, de toute façon, peu importe la spécialisation, il n'y a pas de notion de logement dans l'équation. C'est-à-dire que si tu te retrouves à déménager tous les 6 mois, c'est une période de ta vie où tu es quand même obligé entre guillemets, bouger l'intégralité de ta vie régulièrement. Exactement, c'est ce qui est compliqué pour pas mal d'internes en ce moment. Donc, je suis maître de stage, c'est-à-dire que j'ai des internes de médecine générale dans mon cabinet avec moi. Et c'est une des choses qui font qu'on en a certains qui sont en dépression, c'est que ça peut être compliqué pour eux de déménager tous les 6 mois, de changer, de ne pas être posés. Et c'est pas forcément très facile à vivre pour eux, surtout s'ils veulent avoir s'ils ont un conjoint, une conjointe, des enfants, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu arrives à une période de ta vie, tu es à bac plus 6, bac plus 7 en moyenne, sachant que tu as, comme tu dis, pour beaucoup, fait 2 fois la première année. Ça veut dire que la moyenne d'âge, ça doit être environ 23-25 ans, j'imagine. Oh, plus. Plus, oui, parce que remarque qu'il y en a aussi qui ont dû faire des premières années d'autres choses avant, ou peu importe en fait. T'arrives plutôt vers 25 à 27 ans, plutôt. Ok, donc 25 à 27 ans, et tu te retrouves, de par ton choix d'études et donc de carrière, à potentiellement devoir changer de vie tous les 6 mois, quoi. C'est ça. Après, effectivement, c'est très rare les internes qui ont des enfants parce que tu passes ton temps en stage ou à bachoter chez toi. Et donc, il y en a, hein, mais ils se comptent sur les doigts de 2 mains sur une promo de 160, quoi. J'imagine, ouais, l'engagement est quand même très très fort par rapport aux contraintes. Au-delà des enfants, je me disais juste construire ta vie, en fait, que ce soit ton cercle social, comme tu dis, si tu as un conjoint, une conjointe, ou toutes ces choses-là, c'est typiquement, en moyenne, il n'y a pas de règle et puis chacun fait ce qu'il veut quand il veut, mais en moyenne, c'est un âge où on commence à construire sa vie, entre guillemets.
Et là, du coup, effectivement, on ne se rend pas forcément compte du sacrifice qui est fait pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. C'est ça, en fait, il y a 2 choses importantes. C'est que la première, les internes font tourner l'hôpital public. Littéralement, hein, un interne fait économiser j'ai plus le chiffre en tête, j'ai en tête plus de 100 000, mais je veux pas dire de bêtises. En gros, fait économiser énormément d'argent à l'État. Certes, nos études sont pas si chères que ça, mais à côté de ça, on fait économiser parce qu'on a de la main-d'œuvre payée pas mal, mais par rapport au nombre d'heures qu'on se tape, bah non, pas du tout. Oui, puis par rapport au niveau de qualification aussi, hein. Les journées de 26 heures, c'était pas étonnant à certains moments. Quand en gros, j'arrivais le matin à 7 heures en stage, je terminais à 19 heures, à 18 heures, j'allais en garde derrière, je dormais pas, et ma garde terminait à 8 heures, 8h30, 9 heures, le temps que je fasse les transmissions. Donc ça fait 7 heures jusqu'au lendemain matin, 9 heures. Waouh. Ok. Et alors, je vais un peu changer ma trame principale. Je vais vraiment rebondir là-dessus parce que je trouve qu'il y a plein de, il y a plein de trucs qui me viennent en tête en fait, et j'ai pas envie de les couper pour suivre la trame que je suis d'habitude. Est-ce que tu as senti, toi, aussi bien, soit de manière inconsciente, soit de manière consciente, mais de l'intérieur, c'est-à-dire toi et les autres internes, une pression sociale ou une obligation de subir ce truc-là, ou est-ce qu'il y a quand même suffisamment de personnes qui se disent mais attends, comment ça se fait, c'est pas normal, ça devrait pouvoir se faire autrement? Et est-ce que tu sens qu'il y a vraiment toujours, moi je l'ai vraiment en tête, ce truc de oui mais c'est un métier passion, c'est normal, enfin c'est pas très grave, c'est des passionnés, ils vont y arriver, ok mais dans quelle mesure quoi? Il y a tout à fait ça. Déjà, il faut savoir que je me souviendrai toujours ça. J'arrive en 2e année de médecine. La première chose que dit le professeur d'université qui nous accueille, c'est vous êtes l'élite de la France. Je suis là, ah bon? Eh ben dis donc. Quand je vois mes potes comment ils se sont défoncés la tête hier à la soirée, paye l'élite. Mais du coup, donc ça, effectivement, et en fait, on nous bourre le crâne que on est au top et qu'en fait, bah oui, on a un métier passion, donc on a la chance de pouvoir faire ça. Et puis surtout, en fait, il y a le côté, nos chefs ont tendance, certains avaient tendance à dire, bah moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire j'ai vécu les journées où je dormais pas pendant 36 heures, où je travaillais plus de 100 heures par semaine, bah en fait c'est normal et toi tu dois vivre la même chose. Et ça, c'est très très fréquent en médecine, quelles que soient les spécialités, quelle que soit la ville, c'est quelque chose qui revient souvent dans les études. Et ce qui casse ça, c'est que par exemple, nous, on avait un syndicat. On avait un syndicat des internes de médecine générale. Un syndicat étudiant. C'est ça. Syndicat spécifique sur les internes de médecine générale avec une branche nationale et en fait des branches locales à chaque fois. Et on pouvait faire remonter les choses, les difficultés et ils avaient le pouvoir de faire fermer des stages. Ok. Ça me fait rebondir sur deux choses. Ce truc de reproduction et de je l'ai fait donc je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Pour en avoir discuté avec d'autres et pour l'avoir vécu différemment, hein, parce que c'était clairement pas le même nombre d'heures et les mêmes problématiques, c'est malheureusement pas limité au monde de la médecine. Moi, je l'ai entendu de plusieurs personnes quand on se plaignait justement de dire bah en fait on est rendu à bac plus 4 et on se fait payer 436 euros pour faire le boulot de quelqu'un potentiellement qui a bac plus 2, bac plus 3 en fait. Et on se faisait dire bah oui, bah moi je l'ai fait, je vois pas le problème. C'est pas parce que toi t'as fait un truc qui était pas cool qu'il faut aussi le reproduire pour les autres. Tu pourras justement te poser la question de ce que t'as trouvé anormal pour essayer de l'améliorer pour la suite. Mais ça, c'est une problématique assez générale, hein. Ben, ça, c'est exactement ça. Et c'est un gros problème de réflexivité de la part de ces personnes qui sont pas capables en fait de se rendre compte de l'anomalie de la chose, qui en fait vont l'intégrer et font de la reproduction sociale, c'est-à-dire que c'était normal avant, donc en fait j'ai trouvé ça pas normal, mais en fait finalement comme je m'en suis sorti pas trop mal et que il y a un biais dans ma tête où je me rends pas compte que je m'en suis sorti pas trop mal parce que peut-être que j'avais les ressources pour m'en sortir pas trop mal, bah je vais reproduire ça avec ceux en dessous parce que c'est normal pour moi. Ouais, ça, c'est un peu le biais du survivant, du j'ai réussi donc les autres sont capables aussi. Bah oui, mais ça dépend en fait de plein de choses. Exactement, ça dépend d'énormément de choses. Ça me fait penser. Ça me fait penser à autre chose sur lequel je voulais rebondir. Tu parles du fait qu'on vous a présenté comme l'élite. Encore une fois, spoiler alert, moi je l'ai pas vécu parce que clairement j'étais pas dans les écoles de l'élite. Mais je l'ai entendu d'autres de se faire dire dans les grandes écoles d'ingénieurs en France, de se faire dire effectivement que c'est l'élite de la France. Et je trouve que, je le ressens en tout cas dans ton discours, il y a vraiment ce truc de vous êtes l'élite. De toute façon, c'est un monde, tu l'as dit, du début à la fin, où tout est sur concours et tout est sur positionnement. Donc, c'est ultra compétitif. Est-ce que de un, tu penses que tout ça c'est lié d'une manière ou d'une autre? Et est-ce que de deux, une fois que c'est fini, que tu as ton poste, que, entre guillemets, tu démarres une vie professionnelle post-études, est-ce que tu retrouves encore dans le monde professionnel de la médecine, en général, cet aspect de compétitivité, de compétition? Et c'est quoi les impacts de ça?
Donc la première question, quand tu me dis: «Est-ce que c'est lié?» Oui, totalement. En fait, le fait qu'on en fait, on nous fait comprendre que oui, on est l'élite, mais derrière, on nous rappelle que parmi l'élite, en fait, on est 8 000 en France à être l'élite par promotion, et sur ces 8 000, bah, il y en aura un qui sera premier, un qui sera dernier. Et ça, bah, tout le temps, en fait, on nous le rabâche. Pendant les stages, je me souviens, que certains, chefs de clinique ou au-dessus n'aimaient pas quand je disais que moi, je me satisfais d'être un rang moyen, d'être médecin généraliste en France, enfin en Gironde, ça m'allait très, très bien. Et voilà, et on a par exemple, c'est pas rare d'entendre: «Si tu travailles pas, tu finiras médecin généraliste». Ok, donc même au sein du corpus médecine en général, il y a une classification et presque une condescendance en fait pour certaines spécialités, quoi. C'est ça. En gros, avant les années, avant la fin des années 90, début 2000, pour faire simple, il n'y avait pas le concours de l'internat. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce que j'expliquais tout à l'heure, où il y a un concours, où on choisit toutes les spé de la médecine générale, la pédiatrie, la cardio, la chirurgie, etc., et la ville. Avant, c'était un concours différent. C'est-à-dire que si on passait un concours et qu'on le réussissait, on pouvait choisir une spécialité, hors médecine générale. On échouait à ce concours, on finissait médecin généraliste. On le passait pas, on était médecin généraliste. Et donc, en fait, ça a fait en sorte que, globalement, la médecine générale, c'était la poubelle de la médecine, Ok, et où en fait on mettait les gens qui n'arrivaient pas ou qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas passer le concours. c'est la voie de secours. Et la spécialité de médecine générale, elle est assez récente, hein, c'est globalement c'est les années 2000. Hein. Donc avant la médecine générale, ça n'existait pas en tant que spécialité, c'était autre, c'était le reste. Donc pendant ça a été pendant très longtemps le cas. Ça tend à changer maintenant et on essaie d'expliquer aux internes toute cette histoire et ce background. Mais effectivement, il y a la compétition qu'on nous met entre nous, il y a la compétition qu'on nous met entre nous, entre spécialistes, général, urologue, pédiatre, etc. À chaque fois, en fait, depuis le début, depuis à partir du moment où tu mets ton premier pied dans les études de médecine, tout n'est que compétition du début à la fin, ce qui fait que ça permet de rebondir sur ta deuxième question. Quand tu arrives à ton poste, c'est très compliqué en fait de casser ça. Ça prend du temps, du travail, de la réflexivité, de se dire ben je dois travailler sur ça, je dois travailler sur ma confiance en moi, je dois travailler sur ma capacité à prendre en charge les gens, sur mes compétences, etc., etc. Et ça, c'est un travail qui, je pense, est indispensable à faire et qu'on travaille avec les internes de médecine générale en leur disant, ben, en fait, là, tu vois, ils ont un mémoire avec des choses à écrire. Quand je leur dis, t'as posé une question, t'as répondu à ta question, je pense que tu es plus pertinent sur cette question que n'importe quelle autre spécialité. Et c'est ce que j'essaie de m'acharner à leur faire comprendre, c'est que bah, ils ont des compétences uniques et quoi qu'en disent les autres, eh ben, ils doivent travailler sur ça. Et quand ils sont en poste, quand ils appellent un autre collègue d'une autre spécialité à l'hôpital pour un avis, bah, en fait, il faut pas qu'ils se sentent inférieurs. Il faut qu'ils se sentent capables de dire, bah, en fait, j'appelle de collègue à collègue et pas de petit médecin généraliste à spécialiste. Et ça se travaille alors que ils ont pas connu. Hein. Moi non plus, j'ai pas connu ça, cette rivalité avant 2000. Et pourtant, j'ai quand même, je sortais des études en mode, va falloir travailler sur ça, quoi. Ouais, c'est encore intégré dans la culture du truc, quoi. C'est ça. Et alors, une autre face du problème, la question que je me pose, c'est est-ce que toi tu l'as vécu ou est-ce que tu as connu quelqu'un qui a vécu le fait de vouloir une spécialité qui n'est pas forcément celle qui est considérée comme la moins difficile ou la sortie de secours, mais qui est mal vue, entre guillemets, parce que je sais pas, je donne des exemples, hein, j'y connais rien, hein, je donne ça de l'extérieur. Imaginons, bah moi je veux faire chirurgie esthétique parce que ça gagne plus, bah ouais, mais en fait c'est pas de la vraie médecine. De la vraie médecine, c'est si tu fais de l'oncologie ou du machin. Tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui s'auto-créent des limites parce qu'il y a une pression telle au niveau culturel que la spécialité que tu veux faire, elle est pas considérée de la même manière qu'une autre? Bah, alors, médecine esthétique, c'est plutôt bien considéré, hein, globalement, je te rassure. Ok. Mais par contre, ce serait plutôt bah, médecine du travail, psychiatre, santé publique, biologiste médical, ce genre de spécialités, en fait. Actuellement, elles sont pas toutes choisies, ce qui fait qu'il y a des postes vacants chaque année. Et du coup, ça existe encore, ouais, ce genre de choses pour d'autres spécialités. Je trouve ça vraiment intéressant à quel point l'histoire et la culture autour de l'image qu'on a sociale en fait d'un médecin, ça vient impacter, ça vient tous vous impacter, vous professionnels de la santé, dès le début des études en fait. Je trouve ça assez impressionnant. Ok, et ben écoute, on a fait un très très gros aparté sur, c'est pas un aparté en fait, on a fait une très belle discussion sur ton parcours pro. On va commencer avec les questions que je pose normalement au début, même si ça fait déjà une vingtaine de minutes.
Si je te demande, c'est quoi pour toi le travail? Qu'est-ce que tu réponds? Hem, alors, pour moi, le travail, en gros, c'est, si je devais te donner une définition, alors il y a mon côté universitaire qui m'a parlé, mais si je devais donner une définition, ce serait tout service qu'une personne va rendre à un individu ou à la société, moyennant ou non rémunération, ce qui fait que, par exemple, ça implique les parents au foyer, qui sont rémunérés dans certains pays, mais pas chez nous. Et ce service, il est rendu, ça peut être, un service qui est rendu soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan artistique, soit avec, leur corps ou avec leurs compétences, des outils extérieurs, et cetera. Et du coup, j'enlève moi tout ce qui est, je considère comme un emploi. Par exemple, tout ce qui est trader. Pour moi, un trader, ça ne rend pas service à la société ou à un individu autre que soi. Et du coup, je fais pas ça rentrer dans le travail. Je fais ça rentrer dans l'emploi. Ok, tu fais la distinction emploi-travail, parce que sinon j'allais dire effectivement, tu as probablement des gens dans le monde de la finance qui t'expliqueront que c'est plus compliqué que ça et que ça rend probablement service à d'autres personnes. Je suis pas du tout calé dans le domaine pour pouvoir y mettre mon grain de sel. Mais ok, donc toi tu fais vraiment cette distinction travail et emploi. Moi, dans le sens où, oui, effectivement, hein, ils vont dire que ça rend service à des entreprises X ou Y, mais globalement, le trading, il y a beaucoup plus d'effets néfastes que positifs. Et je ne vois pas ce que ça apporte de plus à la société. Là où j'estime qu'un travail, c'est quelque chose qui va aider soit une personne, soit un groupe d'individus, soit la société entière. Ok, c'est intéressant d'avoir cette distinction. Donc en fait, si je me trompe pas, selon ta vision du truc, il y a probablement beaucoup d'emplois qui sont des travails, Mm, mais à la fois il y a beaucoup de travails qui ne sont pas des emplois. c'est ça. Comme tu disais, par exemple, l'éducation de tes enfants à la maison, en fait, c'est du travail, mais c'est pas un emploi. C'est exactement ça. C'est par exemple, c'est ce que je travaille avec des personnes, des patientes et patients. C'est quand ils sont dévalorisés par X ou Y dans leur entourage, sur leur travail. Quand par exemple ils travaillent en RPA, ils sont fonctionnaires. Certes, ils travaillent en RPA, ils sont juste dans la gestion, dans l'aide à la personne âgée. Mais... Tu peux juste dire pour ceux qui savent pas, et moi le premier, c'est quoi RPA? Résidence pour personnes âgées, pardon. Ok, ok, ok. En gros, c'est pas une EHPAD, c'est une résidence pour personnes âgées. C'est ils ont chacun leur appart ou leur petite maison dans un lotissement. Et il y a des administratifs, il y a une cantine, il y a des événements, etc. hebdomadaires. Ok, Voilà. Et du coup, par exemple, donc ce que je disais, c'est quand on travaille en administratif dans l'RPA, on permet en fait à ces personnes âgées de continuer à être autonomes. Donc on soulage, par exemple, le système des EHPAD. On va aussi soulager la famille de cette personne âgée qui n'aura pas à la gérer à domicile et vont pouvoir travailler de leur côté encore dans leur taf. Et donc en fait, rien que le fait, par exemple, de faire du soutien administratif pour des personnes âgées, par RPA, pour moi, c'est un travail. Par le maintien de l'autonomie, parce que j'ai dit juste avant. ok. Ouais, puis après, comme tu dis, hein, c'est aussi améliorer la qualité de vie des personnes âgées qui vivent dans ces résidences-là, donc c'est pas négligeable du tout. Exactement. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, toi, pourquoi tu travailles? Moi, j'ai la chance d'avoir un métier passion. Je sais à quel point Tu viens de tomber dans le piège du début de ton parcours pro. c'est exactement ça. J'ai la chance d'avoir choisi ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire médecin depuis que je suis tout petit et j'ai la chance d'y être arrivé. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est évident et je travaille pour rendre service. Globalement, mon taf, c'est soigner les gens. L'avantage, c'est que tant qu'il y aura des gens malades, j'aurai du taf. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je suis en plein là-dedans. Mais du coup, je me lève le matin, je sais que je vais aider les gens, je vais discuter, je vais leur essayer de soigner leur pathologie, etc., etc. Et globalement, mon objectif, c'est le soir, je dois pouvoir rentrer en me disant, je peux me regarder dans la glace, j'ai fait, euh, j'ai fait quelque chose qui est conforme à ma morale et à mon éthique, quoi. Ça, c'est mon objectif dans mon travail tous les jours. Cool. On va parler un petit peu après de toutes les conditions qui viennent se greffer à ça, mais je trouve ça super, très positif, très valorisant en fait pour toi, comme conclusion de dire j'arrive à faire exactement ce que je veux conformément à ma morale et en fait ça m'apporte vraiment un équilibre super cool par rapport à ça. Bah, c'est exactement ça. Il y a un truc que j'ai omis, pas volontairement, mais j'ai omis. C'est que j'ai une spécialisation en médecine générale. Dans ma pratique, je suis très orienté violence conjugale et intrafamiliale. Donc en fait, on m'oriente des patientes et des familles dans des situations très complexes qui ont besoin en fait d'une expertise et d'une coordination.
je vais être clair, moi, c'est mon pied, ce truc. C'est-à-dire, voir une situation, catastrophique, en fait, et cravacher, essayer de trouver des trucs, travailler sur, c'est pas sur 1 ou 2 jours, hein, c'est un travail de longue haleine. Il y en a, je les suis depuis 3 4 ans et ça avance. Quand rétrospectivement, tu regardes, qu'est-ce que la patiente a fait, en 3 4 5 ans et ce que toi, tu as permis de faire, c'est ultra gratifiant et de te dire: «Putain, mais en fait, ouais, c'est cool et je fais mon taf pour ça, quoi». Ça doit aussi avoir un côté assez éprouvant, j'imagine, certains jours où tu arrives et tu vois des choses qui sont quand même très pesantes moralement. Puis comme tu dis, c'est du travail de longue haleine, donc des fois il y a des choses qui soit doivent mal finir, soit doivent aller tellement lentement que tu dois un peu imploser. C'est ça, en fait, il y a 2 choses, c'est que il faut savoir travailler avec l'ambivalence des gens, c'est-à-dire ils vont faire 3 pas en avant, puis le lendemain 2 pas en arrière. Ça, il faut en avoir conscience. Dans les études, ça a été très bien montré, notamment sur la violence conjugale, et tu es obligé d'avoir conscience de ça et d'aller au rythme des personnes. Donc ça implique, de travailler sur soi et donc de ne pas projeter tes attentes sur la personne. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement avoir un suivi psychologique quand tu fais ce genre de choses, et c'est le cas dans mon cas, j'ai un suivi avec une psychologue et ça me permet justement de décharger, toutes ces situations un peu compliquées et qui entraînent des émotions plus ou moins évidentes. En général, c'est surtout que ça renforce la motivation, hein. Ça finit, j'ai l'avantage que ça finit, c'est pas des situations qu'on voit dans les, sauf une, c'est rarement des situations qu'on voit dans les médias. C'est des choses où c'est pas des, grosses violences, c'est des choses plus insidieux, j'allais dire incestueux malheureusement, mais c'est vrai parfois, mais plus insidieuses, qui nécessitent, des personnes qui s'y connaissent pour dire: «Non, mais en fait, ça, c'est pas normal, ça, vous pensez que c'est normal, ça l'est pas», et cetera, et cetera. Ça, vos symptômes, c'est dû à ça. Ah, c'est votre conjoint qui vous a créé le stress post-traumatique, et cetera. Donc ouais, ça peut être compliqué. Après, on a choisi ça. Je travaille avec mon associé, dans un cabinet où on est que tous les 2 pour le moment, et c'est l'avantage d'être 2. Ça permet de prendre en charge ces situations, pas tout seul. Contrairement à où j'étais, pendant le covid, où j'étais tout seul à gérer ces situations où c'était un peu plus compliqué. Je vais rebondir parce que je suis en train de me rendre compte que tu as plus ou moins triché. C'est-à-dire que tu as répondu à ma prochaine question, tu as répondu à la question pourquoi ce travail, mais t'as pas vraiment répondu à la question pourquoi tu travailles de manière générale. Ah! Il y a toujours le côté il faut manger, hein. Mais, j'ai l'avantage d'être, on va être honnête, hein, je suis dans les 10% les plus, aisés de France. Alors, je me permets juste une petite coupure. Est-ce que tu es dans les 10% les plus aisés de France parce que tu es médecin ou est-ce que tu étais déjà dans les 10% les plus aisés de France avant d'être médecin? J'étais déjà, mes 2 parents sont médecins, mon père est, pneumologue et ma mère était anesthésiste. Donc, je suis né dedans. Ma sœur est oncologue et mon frère est urgentiste, pour te donner une idée. Il y a un peu de reproduction sociale, dis donc là-dedans. Bourdieu sera très content. Je ne vois pas comment tu peux dire ça? Après, tu vois, mon associé, lui, c'est plus compliqué, tu vois? De la 4e à la 6e année, on était en coloc ensemble et financièrement, c'est beaucoup plus galère. Donc tu te dis que les études de médecine, tu peux pas s'en sortir sans les parents derrière. Est-ce que c'était plus galère pendant les années d'études et maintenant c'est un peu plus souple pour lui ou est-ce que même maintenant ça reste encore compliqué? Non, non, maintenant il soutient sa famille. Maintenant, c'est lui qui aide financièrement tout le monde. Non, je me rends pas compte aussi. Peut-être que tu vois, c'est des questions que je connais pas. Moi, ouvrir un cabinet, est-ce que c'est un investissement? Tu vois, il y a plein de choses autour de ça, j'imagine, qui sont plus compliquées que juste t'es médecin, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est un peu l'image que tout le monde a, mais C'est un investissement sur le départ, après ça va. Tu as moyen d'avoir des aides, on rachète plus les patientèles, c'est terminé. Tu t'implantes en fait et les patients, ils arrivent très vite. Nous, on a repris une patientèle, donc ça allait encore plus vite. je prends 2 minutes pour y réfléchir. J'avais jamais pensé à ça, hein. Je savais que ça se faisait dans le passé de racheter des patientèles, mais en fait, ça fait un peu racheter fonds de commerce. Alors que t'es pas censé être commerçant, t'es quand même censé être soignant à la base. J'avais jamais réfléchi à ça. Pas jusqu'à il y a 20 ans, ça se faisait. Ouais, ouais. Super intéressant tout ça. Du coup, alors tu y as déjà plus ou moins répondu, mais je pense qu'un petit détail en plus, ça peut être intéressant. C'est quoi ce que tu aimes le plus dans ton travail, mais surtout, c'est quoi ce que tu aimes le moins? Je dis surtout parce que ce que tu aimes le plus, je pense que tu y as déjà répondu. Ce que j'aime le plus, j'ai déjà dit, hein, globalement, sur mes centres d'intérêt, en termes de suivi, c'était, voilà, j'ai déjà dit, violence conjugale, les situations un peu socio-économiques, galères. Ce que j'aime le moins, c'est parfois les patients. Étonnamment. Ça reste des êtres humains, donc parfois ils ont des exigences. J'ai déjà été agressé physiquement il y a quelque temps. Étonnamment, je pensais que ça allait, la première agression physique, ce serait un mari pas content, qui viendrait me péter la gueule, et en fait non, c'était un gars pas content parce qu'il avait pas de rendez-vous. Ah, Donc rien à voir. Heu, mais voilà, les attentes des patients, le fait qu'ils veuillent, tout de suite parfois, il faut tempérer, quoi. Ça peut être un peu épuisant, et après il y a tout le côté, je suis libéral, donc je suis à mon compte, mais je suis pas vraiment à mon compte, c'est-à-dire que c'est la sécu qui me paye.
Et donc j'ai des objectifs, c'est-à-dire si je fais trop d'arrêts de travail, attention, je vais avoir ce qu'on appelle une MSO, une mise sous objectif, c'est-à-dire que je vais être convoqué gentiment par la Sécu pour qu'on me dise, on va vérifier tous vos arrêts de travail. Maintenant, il faudra les justifier chacun d'entre eux, parce que vous êtes au-dessus de la moyenne de vos confrères du secteur. Ok, c'est quand même une moyenne par secteur, c'est pas une moyenne nationale, parce que j'allais dire géographiquement, dépendant de ce qui peut se passer. Ouais, c'est sectorisé. Le problème, c'est que c'est lunaire parce que tu peux avoir une spécialisation qui fait que tu vas arrêter plus. Tu peux avoir une façon de travailler qui fait que tu arrêtes plus. Moi, quand j'en ai encore vu une aujourd'hui, quelqu'un pour burn-out, et ben je l'arrête en fait. Et la Sécu dit il faut l'arrêter qu'une semaine et puis elle retourne au travail. Ben non, en fait. À retourner en burn-out. Hein. Un burn-out, c'est 1 mois, 1 an. Après, de manière générale, j'aime pas trop ce genre de choses non plus, mettre des chiffres comme ça sur la vie des gens, parce qu'en fait, tout le monde est à quelque chose près d'être une anomalie statistique, donc c'est toujours un peu compliqué C'est exactement ça. de dire on va lisser ça sur un secteur. Quoi. C'est exactement ça. C'est toujours moins stupide, entre guillemets, que de dire la moyenne nationale d'arrêt de travail, c'est X arrêts pour X habitants. Bon, peut mieux faire dans tous les cas. Alors après, si tu veux, dans les trucs débiles, on a ce qu'on appelle la ROS. En gros, c'est une revenu sur objectif. On a des chiffres par rapport à nos prescriptions qui sont comparés par rapport à nos collègues du secteur toujours. Et si en gros on a un objectif, par exemple, il ne faut pas prescrire, ça peut être des objectifs bons pour la santé publique, des objectifs comme ne pas prescrire trop d'antibiotiques, donc tu as un pourcentage, il faut être en dessous du pourcentage, ne pas prescrire tant de somnifères chez les personnes âgées, ça peut être des trucs très pertinents, et parfois tu as des trucs un peu ouais. Et en gros, plus tu respectes ça, plus tu gagnes de sous-sous. Et en gros, tu gagnes de l'argent tous les trimestres. C'est pas juste à la consultation, tu as aussi une notion d'objectif. Ok, waouh, c'est. C'est des revenus sur objectif de santé publique. Tu as la même chose sur le forfait, ce qu'on appelle le forfait structure. Le forfait structure, c'est en gros, tu as un cabinet qui est équipé des choses d'un ordinateur, d'un logiciel connecté. Mais du coup, par exemple, ils sont en train d'imposer l'ordonnance numérique, même si les logiciels sont pas adaptés. Et en gros, si tu te mets pas à jour, ils te squeezent c'est 6 à 7 000 euros quand même. Donc en fait, tu es en train de dire que la mesure de santé publique nationale, elle est faite selon les statistiques de ce que vous, médecins généralistes, pas que généralistes, hein, mais dans ton cas, ce que vous, médecins généralistes, vous prescrivez, que ce soit en termes de médicaments, arrêts ou traitements. Ouais. Sauf qu'en fait, ce que vous prescrivez, ça peut être biaisé par un objectif qui est donné et qui a une compensation financière derrière. T'as tout compris, c'est exactement ça. Ok. Je sais pas si je suis heureux d'avoir appris ça ou pas. Moi, pendant mes études, je pensais que c'était juste un 13e mois, tu vois. Et en fait, non, c'est un 13e, un 14e, un 15e mois. Bah, même un 13e mois, déjà, ça peut être important, mais là, ok, tu es en train de dire que ça peut représenter quand même beaucoup. Mais ça représente, je vais être honnête, ça peut représenter plus de 10 000 euros. Waouh. On parle en brut, donc il faut tout diviser par deux. Non, mais quand même, c'est pas négligeable du tout. Ah non, c'est pas négligeable du tout. J'avais des maîtres de stage quand j'étais interne, donc j'étais chez 2 médecins, un qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais ils étaient très anti-labo, ce que je suis toujours, anti-labo et anti ce genre de choses en fait. Et eux, tout ce qu'ils gagnaient comme ça, ils le remettaient dans le cabinet, Ok. donc dans de l'équipement, dans l'amélioration de la structure, d'infrastructure pour les patients, etc., etc. Ce que je trouve plutôt intéressant aussi. C'est une belle démarche, ouais. Nous, on a acheté un électrocardiogramme, tu vois. Ok. Chacun son truc. C'est cool, c'est une belle démarche. Super intéressant tout ça. Je vais t'amener sur la question de l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Oula. Je pense que tu peux le faire en plusieurs volets parce que déjà, il y a la partie du temps de travail. Il y a la partie du temps de travail dans ton passé en tant qu'étudiant. Ouais. Il y a le fait, comme tu l'as dit au début, que tu étais libéral, mais que tu étais aussi salarié en université, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a aussi la question de comment tu gères la coupure mentalement, parce que tu traites des sujets, comme tu disais, avec les violences sexuelles et familiales. Ça peut être dur à ramener à la maison au quotidien. Tu disais que tu as un suivi psy pour t'aider avec ça, mais je te laisse nous parler de tout ça parce que il y a des choses à dire, je pense. En gros, moi, j'étais célibataire jusqu'à ma 3e année de médecine, ce qui est important dans le sens où, à partir de là, en fait, c'était une relation à distance, donc on se voyait que le week-end. Je vais me permettre de te couper. Je pense que ça peut avoir son importance dans l'équation. Est-ce que ta compagne, elle aussi, faisait des études de médecine? Non, pas du tout, justement. Donc pas du tout le même rythme de vie. Exactement. Donc on s'est connus, j'étais en 3e année, elle n'est pas du tout en médecine. À la base, elle faisait des études dans le tourisme. De fil en aiguille, aujourd'hui, elle est dans la comptabilité. On pouvait se voir que le week-end, parce qu'on n'habitait pas dans la même ville et parce qu'en fait, la semaine, j'étais en stage et le reste du temps, je devais travailler mes cours, etc., pour les examens et puis pour préparer le concours de 6e année. De la 4e à la 6e année, en préparation du concours, j'ai
c'était rythmé par ça, c'est-à-dire qu'en fait, je travaillais comme un taré de dimanche 16h, le moment où elle partait en train, jusqu'au samedi à midi où elle revenait en train. C'était un rythme soutenu, on va dire, et il y avait une part toujours de culpabilité en se disant, moi je travaille pas, les autres ils travaillent pendant ce temps-là. T'étais quand même dans ce truc, j'imagine, lié aussi au monde de la compétition, de te comparer avec les autres. Quand tu dis que tu travaillais tout ce temps-là, est-ce que tu arrivais quand même à te libérer un minimum de temps pour des loisirs, pour quelque chose pour souffler, ou c'était vraiment continu C'était en fait, je travaillais beaucoup pour des résultats moyens, mais qui me satisfaisaient. Et en fait, quand j'ai décidé de faire médecine générale, j'ai plus de pression parce que je me suis rendu compte qu'avec mon niveau de travail, j'arrivais à avoir un classement qui me permettait d'être pas trop mal, ça m'allait. Donc je me suis dit, bah, je vais pas me prendre la tête. J'ai une tendance à être feignant de base, c'est-à-dire que je ne ferai rien s'il n'y a pas d'intérêt pour moi derrière, en termes d'études, on va dire. Du coup, j'ai décidé en fait à partir de la 5e année, en plus du week-end que je me libérais avec ma compagne, j'ai décidé de me libérer quasiment tous les soirs. Parce que en 6e année, en fait, il y a Dark Souls 3 qui est sorti, il y avait Metal Gear Solid 5 à faire. J'ai dit j'en ai marre, j'ai laissé tout ça de côté, donc plus rien à foutre. Mon classement est pas trop mal, maintenant il faut que je les branche. Ils sont beaux, nos médecins, ils sont beaux. Ça a été en fait à partir de là où j'ai commencé à me dire bon, il faut vraiment que je pense aussi un peu à moi et à me poser et à prendre du temps pour moi. Donc en fait, je dînais avec mon coloc et puis en fait après on jouait chacun de notre côté, on s'occupait etc. le soir. C'était ça mon rythme en gros, c'était essayer d'avoir un peu de temps pour moi pour survivre sans trop culpabiliser. Ça a été un peu mon rythme jusqu'à la 6e année en fait, jusqu'à ce que je sois interne de médecine générale et que j'habite avec ma compagne, c'est-à-dire qu'elle elle me rejoigne sur Bordeaux. Et à partir de là, mon objectif, ça a toujours été de rester le plus longtemps avec elle, de ne pas bouger trop, c'est-à-dire de ne pas déménager à cause de mes stages, ou très peu. Donc j'ai eu la chance de me débrouiller, j'ai magouillé comme j'ai pu. Je me suis bien débrouillé, j'ai réussi, même si parfois je faisais 1h, 1h15 de route, pour ne pas avoir à partir et pouvoir être là en fait le plus possible. Donc les gardes, je faisais les gardes comme je faisais, mais j'allais pas en chercher d'autres. Les loisirs, en fait, à partir de l'internat, on touche plus que le SMIC, donc on commence déjà à pouvoir se faire plaisir et à pouvoir avoir des loisirs, alors qu'avant, c'est très compliqué. Avec 200 €, ça va être dur, ouais. Ça a permis quand même qu'on se fasse plaisir, etc. Et en gros, mon internat, c'est plutôt bien passé. Et le côté vie privée, vie pro, ça allait. J'étais assez fatigué parfois. Elle le sentait. Mais ça allait sur le stage. En fait, la première année et demie était assez dense de mes stages parce que j'étais à l'hôpital et la dernière année et demie, j'étais que dans des cabinets de médecine générale. Je m'étais débrouillé pour ça et du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'avais plus de garde, je travaillais plus que 3-4 jours par semaine, donc en fait, c'était beaucoup plus vivable, on va dire. Ok, donc il y a quand même une charge qui diminue petit à petit, mais par contre, ce que j'entends, moi, c'est que c'est à toi de te débrouiller et de faire les efforts nécessaires pour pouvoir te préserver sur ta vie perso, parce qu'il n'y a pas vraiment de garde-fou, en fait. Exactement. À l'époque, il y avait rien. Il y avait le syndicat qui pouvait aider sur les stages qui se passaient mal, Ouais. mais sinon, en fait, tu te démerdes, tu dois déménager. Ton stage, tu le connais un mois avant son début, donc en fait, tu dois trouver un logement en un mois. À l'époque, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui, donc je te laisse imaginer aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un sujet qui était discuté entre autres étudiants, ou c'était vraiment juste c'est normal et personne n'en parle? C'était discuté. C'était le truc qui saoulait tout le monde. C'est lié entre autres à pas mal de décisionnaires au-dessus de nous, au-dessus du département. En gros, on est relié quand on est interne à un département de médecine générale qui est relié à une fac. Donc le département de médecine générale de Bordeaux est lié à l'université de Bordeaux. Et c'est au-dessus de ce département de médecine générale qui est décidé les stages, etc. Donc il y a des réunions et les choix de stage se font un mois et demi avant, max. Donc c'est le problème que tu peux être amené à te dire en fait j'ai un mois pour déménager et être à cheval sur 2 logements en même temps pendant payer un loyer en plus pendant un mois quoi. Donc à l'époque déjà en fait c'était un sujet ça a toujours été le cas. À une époque en plus où, enfin une époque, une période plus qu'une époque de tes études où en fait t'as pas vraiment non plus les ressources financières pour te permettre de payer 2 loyers en même temps, quoi. Exactement. Alors après on est quand même plus en gros on touchait 1 550, 1 600 € net sans les gardes. Ok. La garde c'est 100 € à peu près. Tu commences à pouvoir avoir un niveau de vie décent. Pour autant, 2 loyers avec ça, ça commence à devenir vite très compliqué quand même.
Effectivement, alors après, tu as les internats, mais ils sont pas tout le temps disponibles pour les médecins généralistes. Donc, ça peut être parfois très tendu, ouais, Ok. selon les localités où tu te retrouves. Surtout si tu te retrouves au fin fond de la Cambrousse. Ouais. Ok, donc suite à ça, tu finis tes études, j'imagine que tu décroches un poste, un remplacement, quelque chose? Alors, c'est là où ça devient complexe. En gros, je suis très pantouflard, je déteste le changement. Donc, moi, je détestais l'idée de remplacer dans plein de cabinets différents et de changer de cabinet toutes les semaines. Je voulais un truc fixe. Donc, je me suis dit, je vais me prendre un remplacement fixe. Je me suis pris un remplacement dans un cabinet où je suis resté en fait de décembre 2019 à janvier 2024. Donc c'est dans ce cabinet-là que tu as vécu le Covid. C'est dans ce cabinet-là où j'ai vécu le Covid et globalement, bah, en fait, c'est très compliqué de dissocier ça du Covid dans le sens où ça a quand même baigné notre travail pendant 2 ans à peu près, 2020, 2021, début 2022. Comme je disais, bah, je suis arrivé au début, ben, pas mal de travail, mais c'était faisable. Franchement, c'était pas compliqué. J'arrivais à 9h et je repartais à 18h30 à peu près. C'était un rythme plutôt cool avec une pause entre midi 30 et 13h30 quoi. Et des consultations toutes les 20 minutes quoi. Donc je m'étais imposé un rythme de travail qui me correspondait, c'est-à-dire je fais pas des consultes tous les quarts d'heure, même aujourd'hui, j'en suis pas capable. J'en suis capable, mais c'est du travail pourri que je fais. Ouais, puis t'en as pas envie aussi. C'est une question de C'est ça. ce que tu veux, toi, en termes de, j'imagine, de rémunération, puis de conditions de travail et de conditions de soins que tu es capable de donner aussi. Exactement. En un quart d'heure, je peux pas tout faire. En 20 minutes, j'ai un peu plus de temps. Du coup, donc le Covid arrive et effectivement, bah, confinement. Et là, bah, plus d'activité parce que la Gironde est épargnée. En fait, entre mars et juin jusqu'aux vacances d'été, la Gironde est épargnée. Après, on s'est pris un torrent. Mais paradoxalement, en fait, il y avait 3 clusters dans la Gironde, dont un dans mon secteur, parce qu'il y avait une prof qui revenait de Venise, Perdu. qui a contaminé les enfants juste avant le confinement et qui ont contaminé les parents à domicile. Mais voyons, les enfants n'attrapent pas le Covid. Exactement. Et donc j'arrive avec le Covid là-dedans. Donc il y a le fait qu'on travaille plus parce que les pharmacies renouvellent les patients sans qu'ils viennent nous voir. Plus il y a plus de gastro, il y a plus de rhino. En fait, il y a plus de brassage de population. Donc plus de brassage, je veux dire qu'au bout de 2, 3 semaines, toute infection s'est arrêtée. Ça a été miraculeux. Les problèmes orthopédiques se sont arrêtés puisque les gens ne sortaient plus de chez eux. Donc tu avais quelques accidents domestiques mais légers, hein, des petites entorses, des foulures, des machins. Et pas de Covid ou quasiment pas. Les gens s'échangent plus le virus, les gens s'échangent plus de bactéries, de choses comme ça. Comme il y a eu le confinement, on n'avait que 3 clusters, donc ça s'est étouffé très très vite. Et alors, petite question, est-ce que dans ce monde où toi, tu as très peu de consultations, et t'es pas le seul, hein, du coup, est-ce que vous n'avez pas été mis à contribution pour faire des téléconsultations dans d'autres régions de France? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que le Covid, faut se rendre compte qu'à l'époque, le Covid, j'en ai parlé avec des gens qui ont travaillé sur le sida avant 85, il y a quand même quelques similitudes dans le côté, il y a un nouveau truc qui débarque, on sait pas ce que c'est, il y a des gens qui crèvent. En réa, ils meurent alors qu'ils meurent de syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on traite comme tel, mais en fait, ça les tue. Donc, on se rend compte qu'il faut faire les choses un peu différemment. Et il y a des collègues aussi qui meurent, qui sont morts du Covid. Et nous, non, en fait, je me suis inscrit en fait avec mon associé actuel. Je me suis inscrit sur un groupe WhatsApp de médecins de Gironde où on essayait de trouver comment on pouvait s'organiser pour aider. Et en fait, le temps qu'on essayait d'organiser, de lancer quelque chose, la première vague était passée. Et après, derrière, on s'est bouffé, nous, la deuxième vague, quand les vacanciers sont arrivés en Gironde. Ok. Et là, par contre, là, on s'est fait démonter. Je rappelle quand même de ce que c'était le Covid, léger trigger warning sur des choses de décès, tout ça. Mais c'est qu'il y avait des gens de notre âge qui sont décédés par terre dans le couloir des urgences. Des gens de 30-35 ans qui sont décédés sans antécédent dans les couloirs des hôpitaux parce qu'on n'avait plus de brancard. Il y a des gens en EHPAD, ça a été des épidémies. Ils n'ont pas pu enterrer leurs proches. Enfin, ça a été ultra traumatisant pour les gens. Donc nous, on s'est pris ça en juillet-août. On pouvait se dire ouais, mais ça a commencé en mars-avril. Vous étiez prêts? Que dalle. Il n'y a rien qui était prêt. On s'est fait submerger et on n'avait toujours pas de traitement. On n'avait toujours pas le vaccin. Le vaccin, il n'arrive que décembre 2020 dans les EHPAD. Moi, j'ai ma première dose parce qu'il reste une dose qui traîne dans un EHPAD. Ils disent on va la jeter. Est-ce que tu la veux? Je dis vas-y, banco, je la fais. Ouais. Le soir même, je me dis putain, pourquoi j'ai fait ça? J'ai une fièvre à 40. Je suis en train de crever dans mon lit. Mais au final, le lendemain, tout va mieux. C'était ça le Covid à l'époque. Donc en fait, le côté paranoïaque où tu rentres chez toi, tu fous tes affaires parce qu'on pensait qu'il y avait des cas, tu pouvais transmettre le cas par le contact, ce qui est faux en fait. Mais on mettait nos affaires dans le sac plastique et on allait se doucher derrière en rentrant.
avec la paranoïa de contaminer nos proches. Donc moi, je vivais avec ma femme, je me disais, faut pas que je la contamine non plus, parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Donc, Ouais, c'est déjà avec le recul, quand on en discute, la population civile, entre guillemets, même si les médecins, vous êtes des civils aussi, on se rend compte à quel point c'était extrêmement particulier et extrêmement anxiogène, en fait, comme environnement. ouais, Et même si on n'était pas forcément tous au quotidien à côtoyer des malades ou quoi que ce soit, il y a forcément eu un moment, même pour les gens qui étaient le plus zen, où il y a eu une espèce de paranoïa ambiante, notamment par rapport aux autres. c'est ça. Donc effectivement, j'imagine même pas en étant sur le front et en étant en première ligne à côtoyer des malades et à pas savoir ce qui se passe en fait, parce que c'est ça aussi qui était extrêmement inquiétant. C'est ça. C'est à pas savoir ce qui se passe, et avoir des gens sur les plateaux télé qui disent des choses et toi tu dois dire l'inverse en sachant que bah, tu dis potentiellement la vraie réalité scientifique des choses, mais qui vend moins de rêves que ce qui est dit à la télé. Donc bah, tu rames, tu fais de la pédagogie comme jamais. Du coup tu te formes très bien pendant ce temps-là, mais tu finis raté. Et parallèlement en fait, pendant le mars à juin, je gagne rien en fait. Hein. Je suis libéral, donc en fait si je travaille pas, il y a rien qui rentre. Il y a une compensation Covid qui a été mise plus tard, mais qui n'était pas valable pour les remplaçants, donc j'ai pas eu le droit. Ça a été quand même très problématique. Heureusement, il y avait plus de dépenses. C'était l'avantage, il y avait plus de loisirs, donc il y avait plus de dépenses. Financièrement, ça allait, mais parce que j'avais quelques économies et parce que il y avait plus de dépenses. Mais voilà, c'était un peu chaud aussi à ce moment-là sur ce côté-là. Donc c'est une période qui est pas facile. Après, j'organise un centre de vaccination dans mon cabinet avec des vaccins qui le lundi sont bons, le mardi sont plus bons, donc faut changer, faut rappeler tout le monde. Enfin bref, ça a été source de galère. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, il faut pas ramener tout ça à la maison. Bah, tu galères un peu. Et surtout, en fait, je vois que à cette période-là, je sombre psychologiquement pour des raisons diverses et dont le Covid. Je me dis à un moment, en voyant un patient, en disant au patient, il serait bien d'aller voir un psy. Puis je me dis, putain, pourquoi j'y vais pas, moi? Et je me dis, bah tiens, les bancos, je vais aller voir un psy parce que j'en ai besoin. Et ça m'a permis quand même de sortir, mais je me suis quand même calé une petite dépression sur cette période qui est allé mieux avec la psychologue et qui allait mieux aussi parce que pour accrocher les wagons, je suis rentré aussi à l'université, ce qui m'a apporté un cadre beaucoup plus intellectuel, on va dire, le côté recherche et enseignement. Ça force à faire de la recherche scientifique, ça force à être toujours à la pointe de ce qui se dit, ça force aussi à penser différemment. Et soyons honnêtes, à l'université, bah, tu as beaucoup plus de gens qui pensent moralement comme toi, c'est-à-dire de manière ouverte d'esprit, moi centré sur l'argent, comment réduire les impôts au maximum. Donc ça fait quand même une bonne bouffée d'air et c'est ce qui m'a permis de tenir. Bah, je suis rentré là-bas en novembre 2021 et je vais quitter transitoirement en octobre 2025. Ça m'a bien aidé. Ok. Tout en me surchargeant d'ailleurs. Parce que du coup, oui, pour terminer sur le temps de travail, c'est que je me suis rajouté du temps de travail du coup en allant à l'université. T'as pas réduit ton nombre de consultations proportionnellement au temps que t'as accordé à l'université? Je travaillais déjà 3 jours par semaine, donc j'ai continué à travailler 3 jours par semaine et je me suis rajouté 1 à 2 jours de travail pour l'université en présentiel ou en distanciel. Parce que là, pour le coup, on fait des choses en distanciel, des visios pour les réunions de thèse, des soutenances de thèse en visio. Certains cours, on les faisait en visio ou parfois certaines réunions, on fait en visio. Et mine de rien, en fait, on est payé pas trop mal, mais en fait, par rapport au temps de travail, à l'application et à la charge cognitive que ça, c'est lourd, effectivement, parce que, tu vois, là, j'ai 14 thésards que je suis en même temps, T'es maître de thèse de 14 personnes en même temps. plus même de 14 sujets, et la plupart sont en binôme. Donc, je te laisse faire le calcul. Waouh, je savais même pas que c'était possible de suivre autant de thésards en même temps. Après, c'est des sujets que je gère, donc celles que je maîtrise, c'est sur les violences conjugales et intrafamiliales, donc j'ai pas à refaire la biblio, je la connais déjà. Donc ça soulage un peu, mais il faut quand même suivre un peu les trucs. Tu as les enseignements où je faisais, l'année dernière, par exemple, j'ai fait 150 heures de cours sur l'année, en plus de mon taf, plus l'à côté où je monte un réseau sur les violences conjugales dans mon secteur de travail. Enfin, ça fait beaucoup, on va dire, mais parce qu'en 2022, du coup, première année de clinica, toujours la même chose, tu sais, les autres, ils travaillent à fond, ils t'imposent rien parce que c'est très bienveillant, mais tu te sens mal de les laisser travailler, donc tu te surcharges très rapidement. Et 2022-2023, je suis débordé parallèlement à toutes les difficultés au cabinet, d'où le psy derrière, et d'où le fait aussi que je décide, sur conseil d'un collègue de la fac, de ne plus travailler du tout le dimanche, hors quand je suis de garde pour le cabinet. Mais sinon, je ne travaille plus pour la fac, je ne réponds plus à mes mails, je suis indisponible sauf cas d'extrême urgence, quoi. Si je dois relire une thèse parce que j'ai pas le choix et je l'avais choisi. J'ai décidé d'adapter mon temps de travail et de me mettre des garde-fous.
Ok, donc aujourd'hui, d'avoir vécu toutes ces périodes difficiles, que ce soit liées au Covid, liées à la charge de travail, liées aux soucis que tu as pu avoir autres que le Covid, ça t'a tellement marqué que ça t'a permis de trouver tes barrières et ta manière de te protéger de ça pour y trouver un meilleur équilibre quand même. Exactement. Ça a demandé un peu de réflexivité, un peu de travail avec la psy, mais aussi il y avait beaucoup de discussions avec ma femme. Parallèlement, je suis devenu papa en 2022, en avril 2022. Félicitations. Merci. Ça a aussi été l'électrochoc, du coup, de me dire, bah, qu'est-ce que je veux pour cet enfant? Est-ce que je veux ne pas être là avant qu'il se couche? Est-ce que je veux que, en fait, je rate les premières années de sa vie, toutes les premières fois de quelque chose? En fait, ça, moi, à sa naissance, j'ai fait un daddy blues. Donc, en gros, pour faire simple, c'est comme un baby blues pour les mamans, sauf que c'est pas hormonal et c'est juste dû au changement de vie et à la difficulté d'adaptation. On pourrait se dire les pauvres papas qui réfléchissent pas de manière ironique, mais en fait, c'est quand même un truc un peu chiant. Parce que, mine de rien, j'ai quand même perdu quelques kilos sur la semaine et demie où je mangeais plus. Ça fait se poser des questions et te dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, ce que j'ai décidé, c'est, bah, je suis là tous les soirs pour le coucher, ou au moins au maximum, sauf si je vais au sport, puisque c'était aussi une de mes décisions, c'est d'avoir une activité de mon côté une fois par semaine. Ma femme a la même aussi de son côté, de faire les réveils le week-end, de faire les réveils en journée, de partager des jeux, des activités. Je suis parent, je suis un des représentants des enfants à la crèche, dans la section de mon fils depuis 3 ans. Voilà, le but, c'est de m'impliquer pour mon enfant à côté de tout le reste. Ça fait beaucoup, mais c'est un choix que j'ai fait. C'est fou parce que j'ai un peu la même conclusion. J'ai pas du tout le même parcours, mais j'ai un peu la même conclusion, c'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant, et je pense qu'on n'est pas du tout les seuls, j'en discute avec d'autres, c'est vraiment un truc qui permet des fois de juste dire j'ai plus le choix que de prendre le recul, de réorganiser ma vie et de prendre soin de moi, parce que si je prends pas soin de moi et si je me donne pas des limites, je vais pas pouvoir m'occuper de mon enfant. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc c'est un gros électrochoc, hein. C'est totalement ça. Et surtout, bah, il y a des choses aussi réelles qui sont bah, financièrement, en fait, c'est moi le plus gros salaire de la maison et faut que je tienne, quoi. Là, tu vois, je quitte la fac parce que je j'ai pas eu mon dossier était trop limite pour avoir la promotion de maître de conférence associé, ce qui est normal. Et du coup, je retenterai l'année prochaine. Mais tu vois, j'ai 1 an où je perds le salaire, la partie salariat. Donc ça veut dire que je vais travailler un jour de plus au cabinet. J'allais justement embarquer sur la question de la rémunération, alors d'autant plus qu'il y a un imaginaire absolument monstrueux autour de la rémunération des médecins. Tu donnes des chiffres si tu as envie, on n'est pas du tout là pour les chiffres. J'aimerais bien que tu nous parles de toi, comment ça se passe justement ton rapport à la rémunération, le fait, comme tu disais tout à l'heure, que c'est toi le plus gros salaire dans le foyer, mais au-delà de ta situation personnelle, ta vision du monde du travail sur la rémunération au global aussi. Du coup, il n'y a pas de souci à donner des chiffres. En fait, globalement, je touche aux alentours de 100 000 euros bruts par an sur la partie libérale. Donc, tu divises par deux à peu près, ça fait 45-50 000 euros net par an. Et la partie salariat, c'est 1 200 euros net par mois. Donc, oui, c'est confort. Dans les 45-50 000 euros net, est-ce que toi, tu as des charges supplémentaires rapport au cabinet, la location du lieu, l'achat peut-être du lieu, j'en sais rien, ou des frais de secrétariat Quand je dis net, c'est que j'ai mis tout ce qui est pour le cabinet. Ok. Et après, il reste des charges à la maison, le loyer, le machin, le truc. Ouais, mais ça, ok, c'est vraiment dans ta poche. C'est tout ce qui est dans ma poche, c'est 45-50 000 net par an. Et je suis la fourchette moyenne basse de ma profession, dans le sens où j'ai des consultes de 20 minutes. Je travaille de 9h40 parce que j'habite loin encore pour quelque temps, à 18h, par rapport au fait que je veux rentrer chez moi avant le coucher de mon fils. Donc je gagne moins que ceux qui font 8h, 18h, tu vois, ou 19h, Ok. toutes les 15 minutes. J'ai des créneaux donc de 20 minutes, des créneaux parfois pour les violences conjugales de 40 à 60 minutes. Je fais le tiers payant, donc ça revient très peu cher aux patients et aux patientes. Et tu vois, par exemple, ils peuvent parfois les patients et patientes, ils restent 1 heure au cabinet, ça leur coûte 9 euros. Ok. Bah, c'est qu'une consulte, hein, techniquement que j'ai fait. Donc ça explique pourquoi oui, je touche moins. Et du coup, dans ma profession, globalement, quand on écoute des forums sur Facebook ou autre, ça parle beaucoup de thunes et de fric, hein, soyons honnêtes. On va parler politique 2 secondes, hein, mais on est très peu à être plutôt orienté à gauche hein, en tant que médecin. Même si mon maître de stage a toujours dit, je ne vois pas comment être médecin généraliste et médecin de manière globale sans être de gauche. C'est pas possible, sinon on est hypocrite. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te fais dire depuis le début que tu es l'élite et que c'est un jeu de compétition, je comprends malheureusement la glissade vers le côté la course à l'argent, quoi. Je vais être honnête, hein, j'ai déjà entendu des chirurgiens orthopédiques de mon âge qui disaient
qu'ils ont un crédit à peu près à 5 000 à 6 000 € par mois, parce qu'ils ont fait un crédit à 1 million d'euros pour un truc. Enfin, il y en a qui touchent de l'argent, mais c'est inimaginable ce qu'ils se font. Je vois pas comment certains de nos confrères font des consultes en 10 minutes et arrivent à me dire qu'ils font bien leur taf. C'est pas possible. Tu fais de l'abattage, c'est très bien, mais tu fais pas bien ton travail. Sachant en médecine générale, on a une prise en charge globale de la personne. Donc c'est pour ça. Et l'avantage de mon taf toujours, c'est que je connais la rémunération de mes patients. En gros, depuis 2022, en 2022, j'ai eu un travail de thèse super intéressant qui s'intéressait à la question est-ce que le médecin, comment le médecin généraliste et comment les patients perçoivent le fait quand leur généraliste demande leur revenu, leur statut socio-économique en fait. Et les médecins généralistes, par cette histoire de tabou de l'argent, tout ça qu'on a peut-être possible parce qu'ils gagnent beaucoup, se sentent pas de poser la question. Et à côté de ça, les patients sont en demande quand on leur pose la question parce qu'ils partent du principe que si le médecin le demande, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc moi, je connais à peu près le statut de mes patients. Et ça m'est indispensable parce que bah, j'ai des patients, tu vois, bah, je leur dis je sais que vous pouvez pas payer ce mois-ci, je vous connais. Donc si vous avez besoin, vous venez, vous me faites un chèque et puis vous me dites quand je l'encaisse. Ça peut être ce genre de choses. Ouais. Ça peut être aussi, je sais que c'est difficile pour vous et que vous avez tiré sur la corde et que du coup, quand il faut vous mettre en arrêt de travail, je sais qu'il faut pas déconner, c'est que vous êtes vraiment cramé. Ou ça peut être aussi, bah, vous êtes seul à gérer tout le foyer, je vais vous envoyer vers une assistante sociale. Enfin, globalement, je suis en rural, je travaille en rural, et dans un endroit où au niveau il y a beaucoup de vignes, et le vignoble, en fait, s'écroule là. Donc, tu as beaucoup de gens qui gagnent très peu. J'ai des patients, ils ont moins de 500 € de retraite. Et j'en ai même un qui gagne 150 € de retraite par mois, donc je te dis pas. Je vois comment les gens sont payés, je vois comment les gens sont mal payés, je vois comment les gens souffrent, en fait, comment avec un revenu minimum, par exemple, la majorité des gens pourraient vivre décemment. Je vois des gens qui ne mangent pas à leur faim, je vois des gens qui mangent mal et qui sont en obésité à cause de ça, je vois des gens qui sont en dépression parce que bah, ils peuvent pas vendre leur vignoble, par exemple, et que la banque leur réclame leurs dettes. Je vois des personnes en liquidation judiciaire, je vois des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce que sinon, bah, il n'y a plus personne pour amener de l'argent à la maison et qui du coup vont fracasser leur corps. Et quand je dis fracasser leur corps, c'est-à-dire en fait, ils vont arriver à la retraite au pire mort, au mieux dans des états de polyhandicap avec des articulations flinguées pour les quelques années qu'il leur reste à vivre. Parce que je rappelle que les cadres, ils ont quand même un écart de vie après la retraite significatif par rapport aux ouvriers. Je suis face en fait littéralement à tout ça. Et c'est pour ça que quand je vois ce que votent mes collègues, qui clairement votent à droite, voire extrême droite, je me dis, mais vous avez rien compris en fait. Oui, à titre individuel, ça va vous être favorable, vous allez payer moins d'impôts, vous allez plus gagner. Par contre, votre taf va être beaucoup plus dur parce qu'en fait, vous allez vous retrouver face à des gens qui pourront pas vous payer, ou vous allez vous retrouver face à des gens qui vont être encore plus précaires qu'avant, ou vous allez vous retrouver dans des situations où en fait, vous allez plus pouvoir aider personne parce que bah, ils pourront plus payer le déplacement pour aller à l'hôpital, que en fait certaines choses ne seront plus remboursées, donc ils pourront plus avoir des lunettes à leur vue, ils pourront plus voir le chirurgien pour leur épaule, ils pourront plus. Enfin, on se rend pas compte qu'en fait le métier de médecin généraliste c'est intimement lié à la politique et à qu'est-ce qui est mis en place pour aider les gens. Et je vois bien comment actuellement bah ça va pas dans le bon sens. Les gens sont de plus en plus précaires. Depuis 2019 que je travaille, j'ai toujours été en rural, que ce soit avant ou maintenant. Les gens sont de plus en plus précaires, sont de plus en plus en difficulté. Et avant, je leur répondais, vous êtes parti en vacances quand pour la dernière fois? C'est une des questions qu'on peut poser sur un questionnaire qui a été validé. Ils disent, bah, ça fait 14, 15, 16 mois que je suis pas parti en vacances. Ouais. Bah voilà. Donc, tu es face à une situation où toi, tu es à l'extrême inverse des gens que tu traites, en fait. Exactement. C'est parfois un peu gênant, mais c'est aussi, bah après, c'est la réalité. Faut bien que je sois payé aussi, là. Donc, faut pas que je culpabilise de demander de l'argent, sachant que j'estime que je vais me gonfler les chevilles, mais j'estime que je fais un taf qui est pas trop dégueu quand même. Donc, je prends du temps pour chacun d'entre eux. Je suis prêt à prendre beaucoup plus de temps que ce que je devrais quand il le faut. Parfois, bah, même souvent, en fait, je gagne plus, voire beaucoup plus que la majorité des gens que j'ai en face de moi. J'ai des gens, en un mois, parfois, je gagne plus que ce qu'ils ont gagné en 6 mois, quoi. Et du coup, ta vision par rapport à la manière dont on valorise et dont
on choisit la rémunération, dont on subit la rémunération par rapport à un métier ou à un autre? Toi, comment tu te situes là-dedans? Bah, clairement, ils ont pas le choix. Moi, j'ai l'avantage que c'est imposé, hein. Je peux pas, en termes de tarifs, en tant que médecin généraliste, tout est imposé par la Sécu. Je peux faire du dépassement d'honoraires, mais c'est pas mon choix. Ouais, c'est ça, tu peux faire du dépassement d'horaire. Tu as toujours plus ou moins le choix de sortir du système et de facturer différemment. Exactement. Il y a toujours moyen de sortir du système, mais ça impose un remboursement quasi inexistant du coup des patients, puisqu'on n'a pas le droit au secteur 2 en tant que généraliste ou très peu. On y a le droit sous certaines conditions exceptionnelles, mais du coup on est sur du secteur 3, donc ça veut dire plus aucune prise en charge Sécu. Donc les patients payent tout de leur poche. Moi, sur ce plan-là, de toute façon, je choisis pas, c'est la Sécu, ce qui est un côté avantageux, hein, parce que ça veut dire que les patients, ils savent combien ils vont payer, ils savent que c'est pas moi qui demande ça, c'est la Sécu. Et ils sont remboursés très rapidement derrière. Et comme c'est que 9 euros, c'est quand même plus simple que de sortir 30 euros, tu vois. Sachant qu'en général, pour une majorité, je l'espère, en tout cas, maintenant, vu qu'il y a les mutuelles obligatoires avec les entreprises, tu es quand même régulièrement couvert sur une grande partie des 9 euros restants. C'est ça. Et après, j'ai pas mal d'artisans, mais ils ont tous un minimum une mutuelle, quoi. Et effectivement, après, pour les patients, justement, les artisans, c'est compliqué. C'est-à-dire que on va pas partir d'un artisan, on va partir d'une fonctionnaire. Elle était dans l'enseignement. Et donc, elle a fait un burn-out post-Covid. Bizarrement, comme beaucoup d'enseignants. Elle était maman célibataire, même s'ils étaient grands, ils avaient 15-16 ans, tu vois. Et l'autre avait 18-19 ans, mais il était encore à la maison. Elle était en burn-out complet. On a travaillé sur plein de choses, et puis à un moment vient la question fatidique, au bout de quelques semaines, comment vous vous projetez pour la suite? Maintenant que ça commence à aimer, elle dit, je ne veux plus y retourner, mais en fait, j'ai pas le choix parce que je dois tenir à la maison. Et il a fallu qu'on cherche et qu'on fasse faire. Alors là, c'est l'avantage de notre système, hein, de la solidarité, c'est que c'est la Sécu qui lui a payé sa formation. Ok, c'est même pas France Travail, nouveau nom de Pôle emploi, nouveau nom de la NPE. C'est la Sécu, ok. C'est la Sécu, en fait, quand tu es en arrêt de travail, ils peuvent, sous certaines conditions, te payer une formation pendant ton arrêt de travail. D'accord, je savais pas ça. Ok. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'en plus, elle était fonctionnaire. Enfin bref, c'est le bordel. Mais du coup, elle est devenue artisan, elle, tu vois. Elle a fait le chemin inverse Ok. dans un truc qu'elle a toujours voulu faire, de travailler dans les vitraux. Ça a été son rêve de toute sa vie. Et donc, à 40 ans, elle a changé totalement de vie. Ok. Je me permets de rebondir sur l'anecdote pour relancer un peu le truc. Et justement, tu disais, elle avait cette pression parce que c'est elle qui devait ramener l'argent à la maison. Tout à l'heure, tu en as parlé, toi, justement, que c'était toi qui avais la plus grosse rémunération à la maison. Qu'est-ce que ça vient projeter sur toi, justement? C'est quoi les inquiétudes ou le stress que ça peut causer? C'est le côté, il y a des charges. Donc, sachant que là, en fait, on fait construire une maison pour être plus près de mon travail parce que là, j'ai 45 minutes de trajet. Ok. Donc c'est un peu lourd, notamment quand je fais le garde et que je termine à minuit, ça me fait rentrer à presque 1 heure et le temps que, enfin bref, et le lendemain je redémarre à 9 heures, c'est un peu tendu quoi. Donc je paye, tu vois, le loyer actuel plus les charges du crédit immobilier. Donc je peux, hein, mais ça fait que j'ai un peu moins de marge, tu vois. Et parfois tu te dis, est-ce que je dois partir en vacances? Est-ce que je pars pas en vacances? Parce que quand je pars en vacances, il y a plus rien. Si on a un remplaçant, qui est très rare, on paye pas de charge parce qu'en fait le remplaçant, il garde 80-85% et donc les 15-20% qui restent, ça nous sert à payer les charges, donc on perd pas d'argent. Mais sinon, si on n'a pas de remplaçant, en fait, on est en vacances à perte. J'imagine que tu as quelques congés payés sur ta partie salariale, mais déjà, ça doit pas représenter beaucoup de jours. Et... Non, j'ai zéro, j'ai rien. Ah, zéro, ok. Comment ça se fait que tu cumules pas de congés payés alors que tu es salarié? C'est pour faire ça, c'est un statut pourri. C'est particulier, ça, quand même. Je suis payé par la RS, enfin c'est le bazar. Faut pas chercher. Pareil, on n'a pas le droit au chômage. C'est une énorme galère. On nous promet des choses chaque année en congrès et soit il y a une dissolution qui fait que c'est réglé, Je vois pas de quoi tu parles. soit les plans ont changé et tu te retrouves avec tes yeux pour pleurer. Ok, donc effectivement, il y a ce truc que les gens employés et salariés n'ont pas à prévoir, c'est que toi, quand tu pars en congé, t'as pas de salaire. Si jamais tu comparais ton salaire mensuel avec quelqu'un en moyenne, déjà parce que c'est pas le même tous les mois, en fait, ça n'a pas de valeur parce que faudrait que tu comptes les congés que tu prends dans l'année qui sont pas payés. D'où l'intérêt de compter en salaire annuel. Exactement. C'est pour ça que oui, je peux pas compter en salaire mensuel. Ça n'a aucune. En plus, il y a des variabilités plus ou moins importantes d'un mois à l'autre. La première année, la nouvelle installation, là, en février 2024, on a pris très 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 cher. On a fini sur les rotules au bout de 3 mois parce que il y a quand même 1000 patients à passer, quoi. Et je me suis dit, en fait, cette année, en 2025, je vais prendre des vacances. J'ai pris en mars, j'ai pris une semaine en mars, j'ai pris une semaine en juin parce que je sais que le mois de juillet c'est tendu parce que
Je suis globalement seul au cabinet parce que mon associé est en congé. Là, au mois d'août, je suis en congé, donc j'ai un mois entier. Et après, se posera la question d'est-ce que j'en prends d'ici Noël, tu vois. Sachant que j'ai un congrès en novembre-décembre. Donc, quand tu prends des vacances, bah, c'est pour ta pomme. Après, ça n'empêche pas que les revenus, si on devait basculer sur des revenus mensuels, j'ai pas à me plaindre non plus. Non, non, c'est ça, c'est juste la manière de calculer ta trésorerie qui est différente en fait. C'est ça le point. Tu mets de côté et ça te sera utile, tu vois. Le mois de juillet, je gagne beaucoup parce que je suis tout seul au cabinet, mais ça me permet de payer les charges d'août et de me faire un pécule quand même pour limiter la casse du mois d'août. Mais je suis obligé puisque la crèche est fermée en août, donc je suis obligé d'être à la maison. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ma femme peut pas poser autant, donc c'est l'avantage. La garde des enfants, c'est tout un combat, ça aussi. Bah, c'est l'avantage du libéral, c'est que tu as autant de vacances que tu veux. Par contre, T'as autant de journées sans solde que tu veux. oui, techniquement, c'est mieux dit comme ça. Il y a un truc assez particulier avec la position de médecin, c'est que tu as quand même, en tout cas vu de l'extérieur, je pense que c'est une vérité, tu as une position sociale qui fait que de manière générale, les gens vont par défaut te donner une importance, une crédibilité, quelque chose. Est-ce que toi, au quotidien, ça vient jouer d'une manière ou d'une autre, positive ou négative? Est-ce que tu le ressens, ce truc-là? Alors globalement, oui, on va pas se faire d'illusions, surtout à la campagne. La position du médecin, c'est un peu en ville, c'est vrai qu'était le prof il y a encore 40-50 ans. Et en gros, on est un peu la parole absolue. On a fait des études, on a une grosse connaissance, donc en fait, je vais chez le médecin, je suis obligé de l'écouter. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Faut pas toujours croire ce qu'on dit. Sur le plan social, on a une crédibilité, une stature qui est non négligeable. C'est pas pour rien qu'en rural, souvent les médecins, c'est les maires des villes. Ok, je savais pas ça. C'est fréquemment quand tu regardes. Parce ils sont notables, en fait. C'est le mot que je cherchais. Ils sont notables dans la ville. Tout le monde les connaît. Avant, c'est moins maintenant le cas parce que notre génération on se protège, mais avant, j'ai été en stage même avec un médecin à l'ancienne, c'est-à-dire que son cabinet était dans sa maison. Ouais, ok, il y avait ça effectivement régulièrement. J'ai souvenir de ça enfant. Ouais. C'est ça, il travaillait il commençait à 6h30 et il finissait à 22h30. Alors, il a pu faire ça parce que il y avait sa femme à côté qui gérait les enfants. Mais en échange, parce qu'il avait conscience que ça empêchait sa femme de travailler, il avait salarié sa femme au nom du cabinet. C'est un peu de l'emploi fictif, ça. Non, parce qu'elle gérait la paperasse. Elle gérait le scan et tout ça. Donc elle scannait les documents, mais en échange, par contre, du coup, il l'a payé très très cher pour ce qu'elle faisait. Mais ça compensait, il disait en fait comme ça, le jour où moi je meurs, elle a une retraite en fait. Elle a quelque chose. Oui, elle a quelque chose. Ouais. Ce que je trouvais très bien. Et à côté de ça, par contre, il a fait un infarctus à 50 ans. Cette génération, effectivement, de notables, elle tend à disparaître. C'est-à-dire que bah, quand je me suis fait agresser, tu vois, c'était parce que je pouvais pas le recevoir, tu vois. Là, aujourd'hui encore, ça m'est arrivé, tu vois, il y en a un qui était pas content parce que il s'est pointé au cabinet, c'est sur rendez-vous, il est venu sans rendez-vous et je pouvais pas le recevoir, tu vois. Ça, je pense que c'est une réalité qui est encore plus mise en avant dans votre profession parce qu'effectivement, c'est, comme tu dis, une profession où dans le passé, les gens faisaient des horaires absolument incroyables. Mais je pense que c'est une réaction globale en fait des nouvelles générations, c'est-à-dire que même dans en fait tous les soignants, tu le vois dans l'hôpital public de manière générale et dans tous les métiers de soignants, c'est pas parce que c'est un métier qui est né d'une vocation et que c'est un métier qu'on peut appeler métier passion que pour autant c'est acceptable d'avoir des conditions pourries parce que oui mais j'aime ce que je fais. Ok, j'aime ce que je fais, mais si ça vient me détruire la vie, ça peut pas marcher en fait. Exactement. C'est ce que j'explique aux patients, c'est ce que je leur dis. Si vous voulez que je vous soigne bien, il faut que je sois bien dans ma tête et dans mon corps. Et pour que je sois bien dans ma tête et dans mon corps, il faut que je me repose. Donc oui, je suis en vacances. Et je vous réponds pas pendant mes vacances, sauf, tu vois, quand je te disais que je mettais des lignes rouges, tu vois, certaines patientes victimes de violences conjugales, elles ont mon mail perso. Parce que de temps en temps, pendant mes congés, il faut être réactif, donc Ouais, ouais. je transfère à mon associé le mail et puis il le gère ou je gère ça pendant mes vacances, tu vois. Après, j'imagine que la difficulté, c'est que c'est à toi de savoir la ligne que tu te mets, parce qu'en fait, encore une fois, le fait que tu sois libéral, donc à ton compte, bah en fait, il n'y a personne pour mettre une ligne à ta place et il n'y a personne pour venir te dire, hey, t'as oublié de mettre une ligne, on va la mettre pour toi. Exactement. J'ai personne au-dessus de moi, j'ai des gens à côté de moi, c'est que je suis dans un cadre de travail qui est incroyable, avec des gens qui étaient là avant et qui ont travaillé et qui ont payé dur. Justement, ce qu'on disait au début, le côté c'était comme ça pour moi, ce sera comme ça pour toi, et qui ont dit non, ce sera pas comme ça pour la génération suivante, et on va travailler pour que les nouveaux médecins qui s'installent dans ce secteur, ça se passe bien.
Je te donne un exemple tout simple. D'habitude, la répartition des gardes, c'est un enfer, c'est-à-dire que tu viens d'arriver dans le secteur, tu tapes Noël, Nouvel An et toutes les dates pourries et tous les ponts. Le classique. Je suis arrivé, les anciens, ils ont dit, alors déjà, vous venez d'arriver dans le secteur. Donc, comme vous venez d'arriver dans le secteur, vous prenez pas de garde pendant 3 mois. Le temps de vous faire au logiciel, de vous faire à votre patientèle. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous ferez moins de garde la première année, c'est pas grave. Et ensuite, vous avez des enfants, donc on prend Noël et on prend le Nouvel An. C'est waouh, c'est super de leur part. Voilà. Du coup, ils ont cette mentalité de on ne reproduit pas et on produit un cadre de travail qui va attirer les gens. Et bingo, hein, c'est une des plus grandes maisons de santé du monde. Hein. Je fais partie des gens qui sont convaincus que si tu fais en tant que groupe des sacrifices pour du positif, pour le commun, tu récupères en fait ce que tu fais comme sacrifice au bout d'un moment. C'est-à-dire que toi, en tant que médecin plus âgé et plus expérimenté dans le cabinet, tu fais le sacrifice de dire je vais prendre Noël ou je vais prendre le premier de l'an parce que lui, il est nouveau, il a des enfants, etc. Mais en fait, tu génères une ambiance de travail et tu génères de la cohésion de groupe qui fait que ton quotidien il devient plus positif et que toi aussi, tu vas moins souffrir au final, en fait. Exactement. Et c'est ultra agréable et t'as l'impression d'être dans un cocon, quoi. Tu vois, quand tu te fais agresser, t'as les collègues qui te prennent des nouvelles, qui t'envoient des petits messages en te disant comment ça va, si t'as besoin de parler, viens chez moi, on prend un café. Le mieux restant de ne pas se faire agresser quand même. C'est mieux. Mais tu vois, on a un patient qui pose un problème à l'EHPAD, c'est pas le nôtre, et ben on va s'en occuper quand même. On envoie un petit message à l'autre pour lui dire j'ai géré ton patient. Et à l'inverse, comme ça derrière, si nous on n'est pas dispo, ils vont dire on s'en occupe, t'embête pas. Enfin voilà, ils sont super aidants et c'est un environnement de travail qui est parfait quoi. Et c'est ce qui aide à trouver un équilibre pro privé parce que tu te dis bah j'ai des gens qui me soutiennent, mes garde-fous, bah je les ai mis avant de par mon expérience, mais j'ai aussi ces gens-là qui m'aident à mettre des garde-fous sur certaines choses. Ils ont l'expérience du terrain, ils savent que bah tel truc il faut faire comme ça. On a le même logiciel qu'eux, donc ils ont mis des petites notes, bah, tel patient, attention, il peut avoir des difficultés sur telle chose, etc., etc. Enfin, vous travaillez vraiment ensemble, quoi. C'est ça. En fait, comme tu dis, le fait de travailler en groupe, alors qu'on pourrait penser qu'en libéral, bah, tu es à ton compte, tu travailles tout seul. Chacun pour soi. C'est ça. Mais le fait de travailler en groupe, ça change tout. Ça change le fait que bah, tout est beaucoup plus simple. Les gens, tu réinventes pas la roue. Hein. Les gens, la roue, elle existe déjà, donc ça te permet de t'appuyer sur des choses qui ont été faites. Et c'est un gros kiff quoi de travailler là où je suis et de pas me détruire comme ça peut être le cas par le passé quoi. Bon, c'est cool de voir que la conclusion est positive. On va sortir un peu des spécificités de ton poste de médecin, on va sur des trucs un peu plus généraux, mais quand même, est-ce qu'il y a quelque chose, une condition, un événement ou quoi que ce soit, peu importe que ce soit professionnel, événement de vie, événement familial, peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait changer de travail? Non, j'y pense parfois. Hein. Je vais être honnête, je me dis putain, j'aimerais bien être salarié, ce serait facile. Sur certains points, je me dis il y a des avantages d'être salarié, c'est enfin ou en tout cas de faire tu ramènes pas de taf chez toi, tu ramènes pas de charge mentale, psychologique, te dire demain j'ai ça à faire, faut que j'appelle pour telle personne, etc. Alors ça, c'est pas forcément lié au salarié, hein. Tu peux être salarié puis ramener un paquet de charges mentales chez toi. Exactement. Et en fait, derrière, je me dis non, ce serait exactement pareil. Tu aurais des trucs que tu ramènerais chez toi et puis basta. Globalement, je changerais ma façon de travailler. Exemple, tu vois, si j'ai un accident demain et que je suis handicapé, ben, je ferai en téléconsultation, quoi. C'est pour ça aussi que nos assurances sont, quand tu prends une assurance privée à prévalence en tant que médecin, là où c'est relou par rapport à un mec dans le BTP, par exemple, c'est qu'ils vont voir, pour être payé à hauteur de ce que tu gagnais, ils vont te demander de ne plus pouvoir exercer du tout ta profession. Donc t'imagines bien que dans le BTP, si t'as plus de jambes, ça va être compliqué. En tant que médecin, ils vont te dire, bah tu peux faire de la téléconsultation chez toi. Puis j'imagine que ça s'est pas assoupli avec le Covid et justement la généralisation de la téléconsultation. Mais du coup, il n'y a pas grand-chose qui me ferait changer mon taf parce que j'ai la chance de faire un taf passion. La fameuse question, si je gagnais à l'euro million, bah, je continuerais quand même. Par contre, j'améliorerais mon cadre de travail, notamment. Là, je suis en location de bâtiment, tu vois. J'ai un projet de maison de santé qui va se heurter à des réalités financières parce qu'on veut un truc costaud. Donc, il faut l'aide des collectivités, etc. Je gagne l'euro million, tu vois, ben, je me prends pas la tête et je le fais de A à Z et c'est réglé. Ok. Question bonus, si tu avais dû faire un autre métier, t'aurais fait quoi? Pour moi, c'était une évidence, mais ça, disons que on m'a convaincu en partie de ne pas le faire.
mais c'était travailler dans le jeu vidéo. C'est mon autre passion et ça aurait été sans doute de travailler là-dedans. C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à écrire sur le sujet, à partager, parce que c'est un peu faire ce que je n'ai jamais pu faire. Globalement, j'avais initié l'envie de faire ça. Tu vois, testeur, quand t'es gamin, tu te dis je veux faire testeur de jeux vidéo, quoi. Je veux faire comme les gens que je vois comme Marcus à la télévision, comme sur Game One à l'époque quand j'étais petit, comme dans les magazines que je lisais quand j'étais gamin, tu vois, tester les jeux, ça avait l'air trop bien. Donc globalement, c'est ça que j'aurais fait si j'avais fait un autre métier. Ok. Je vais rebondir quand même sur le fait que tu disais que tu écris des choses, des articles sur des blogs, des sites, peu importe. Déjà, premièrement, n'hésite pas à nous donner les liens, je les mettrai dans la description si jamais tu veux les partager. Et deuxièmement, bah, en fait, tu l'as dit toi-même, c'est du travail ça aussi. C'est juste que c'est pas rémunéré. Oui, dans l'idée, c'est après, c'est plus un truc. Disons que ça m'est venu à l'idée en mode, tiens, c'est vrai que j'ai une expertise sur ma capacité à farfouiller les sites internet et avoir accès à plein de bases de données. Ça, c'est le côté universitaire, ça. C'est ça. Je vois une thèse, j'ai qu'une envie, c'est de la lire. Donc quand j'ai découvert qu'il y avait plein de thèses sur le jeu vidéo et que j'avais accès à tout ça, je me suis dit putain, c'est trop bien. Et je me suis dit, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des synthèses, des sortes de petites métasynthèses. Et ça me permet de prendre vraiment plaisir à faire ce genre de choses, à donner un sens du coup aussi à certaines compétences que j'ai acquises avec l'université. Et ouais, peut-être que ça peut se rapprocher d'un travail, on va dire, non rémunéré. Après, là, pour le coup, c'est plus un gros truc passion. Ah bah c'est pas parce que c'est une passion et que tu y prends énormément de plaisir que c'est pas un travail. Oui, En fait, je rebondis sur le point que tu disais dès le début, c'est qu'à partir du moment où tu rends un service à quelqu'un, tu crées de la valeur d'une manière ou d'une autre, bah en fait, ça reste du travail. c'est pas faux. Ce qui est quand même cool. Effectivement, vu comme ça, c'est pas. J'utilise mon propre moyen de production, on va dire. Si tu pouvais changer une chose dans ton travail pour l'améliorer, ça serait quoi? Un truc que je suis en train de créer, ce serait avoir d'ores et déjà un réseau effectif sur les violences conjugales. Ce serait pratique plutôt que tout me soit adressé. J'avoue que j'aimerais. Là, ça commence à se faire du coup. Enfin, mon associé et moi, on prend beaucoup et on est en train de déléguer un peu parce on a pris un peu cher sur certains trucs. En gros, le travail de groupe fonctionne très bien là où je suis. Sur les violences conjugales, c'est pas encore ça, mais c'est normal parce que je suis le premier à vraiment arriver avec un bagage et tout. Avec mon associé, on est les premiers sur ça et une grosse expertise et expérience. Et du coup, ce serait ça, ce serait que ce réseau soit déjà fonctionnel, ce qui me soulagerait un petit peu plus encore, on va dire. Ok, je comprends. Ta plus grosse peur liée au travail? Me faire défoncer la gueule par un mec un jour. Ça, c'est intéressant parce que est-ce que c'est une peur que tu as toujours eue ou est-ce que c'est une peur qui existe notamment depuis ton agression? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu se créer? J'avais ça avant et là, c'est arrivé. C'est depuis l'agression, non, globalement, j'y pense de temps en temps. Mais je me dis, bon, de toute façon, arrivera ce qui arrivera, hein, à un moment. T'arrives à vivre avec en fait quand même. C'est ça, il y a pas, de toute façon, je peux pas faire grand-chose. J'ai mon petit bouton SOS sous la table, puis voilà, c'est tout, hein. Non, mais ça pourrait venir t'angoisser tellement que ça te pourrit la vie en fait. C'est ça aussi la question quoi. Non, ça va, ça va. J'y pense de temps en temps, tu vois, quand je vois le nom du bien passé, mais sinon, c'est plus moi qui le vois, donc c'est réglé. Et puis après, de toute façon, les hommes violents, en général, ils viennent pas, hein. Oui, C'est-à-dire que sur nous, ils n'ont pas d'emprise, donc ils viennent pas nous voir. ouais. Tu nous as dit que tu avais un enfant Ouais, dans le futur, parce que j'imagine que tu avais dit 2022, je crois. ouais, il a 3 ans. Donc c'est encore un jeune enfant. Dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais lui inculquer par rapport au travail à cet enfant? Qu'est-ce que tu veux qu'il mette comme signification derrière le mot travail en fait? Ouf. Que s'il en a la possibilité, qu'il fasse un travail passion, qu'il choisisse ce qu'il veut faire, en fait. Moi, mon objectif, c'est qu'il puisse faire le taf qu'il veut. Alors, j'espère qu'il sera pas médecin, hein, parce que Bourdieu, j'en ai marre de lui faire plaisir. Mon objectif, enfin, notre objectif avec ma femme, c'est aussi qu'il choisisse, en fait, qu'il choisisse ses passions sans jugement, qu'il choisisse derrière son travail sans jugement, il fait ce qu'il veut, nous, on sera là derrière. Il aura l'avantage, j'espère, que je pourrai le soutenir financièrement dans ce qu'il veut faire. J'espère qu'il finira pas trader, en tout cas. Si je devais dire un truc, c'est surtout fais ce qui te plaît, enfin ce que tu veux si tu peux le faire. Et surtout, c'est la personne prioritaire, c'est jamais la personne au-dessus, c'est jamais le client ou le patient ou quoi que ce soit, c'est toi. Il faut penser à soi, sinon on ne pourra pas s'occuper des autres. Surtout avec ma définition du travail. Ok.
Je pense que ça recoupe pas mal avec tout le témoignage que tu nous as donné précédemment aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais développer en plus ou un sujet que tu voulais aborder qu'on n'aurait pas abordé? Tu m'avais posé la question tout à l'heure, je n'ai pas répondu, comment je fais pour pas ramener les sujets à la maison. Oui, exact. Un, psychologue. Deux, je ramène quand même les sujets à la maison, malheureusement. Parce que parfois, je rentre, par exemple, en gros, je sais que je peux pas traiter plus de 2, voire maximum 3 dossiers de violence conjugale par jour, sinon je suis trop fatigué, je suis épuisé. Et pas de mauvaise humeur, mais avec un mood un peu, sans être triste, mais un peu cafard, tu vois. Ouais. Enfin, j'y arrive pas à faire plus, et après, en plus, en termes de charge mentale, je suis épuisé. Donc, je suis obligé parfois de dire, j'ai vu des histoires un peu compliquées, donc j'essaie de pas trop donner de détails. Mais après, c'est vrai que parfois, ma compagne m'aide sur certains dossiers en me disant, tiens, ça, etc. Ça me permet de prendre du recul et puis de me dire aussi, ouais, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas juste mon instinct, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi, dans la relation ou ce genre de choses. Hmm. Donc j'essaye de pas ramener, mais c'est dur comme tout le monde, hein, c'est dur de pas ramener les sujets. Par contre, on essaie de protéger l'autre en choisissant de quoi on va parler, et de voir comment la personne est prête à accueillir certaines infos, quoi. C'est-à-dire, si elle a passé une mauvaise journée, je vais pas lui parler de tout ce qui s'est passé dans la journée, quoi. Ouais. Ok. Comme d'habitude, je vais finir sur le petit disclaimer de prévention. Faites très attention à vous, votre santé mentale, votre santé physique au travail. Si jamais il y a quoi que ce soit qui fait que vous vous sentez mal, sur une longue période, que vous avez le cafard dès le matin à l'idée d'aller au travail, qu'il y a la boule au ventre dans la journée, qu'il y a une sorte d'emprise ou quoi que ce soit de la part d'un manager ou d'un collègue ou peu importe, n'hésitez pas à essayer d'en parler à quelqu'un, que ce soit un collègue, un chef d'équipe, un manager, un syndicat ou un médecin, par exemple. Au hasard. Au hasard, exactement. C'est des choses qui sont malheureusement beaucoup trop communes et qui pourraient, heureusement, très souvent être réglées avec un peu de discussion. On vous souhaite à tous que ça ne vous arrive pas. Mais le cas où ça devrait arriver, n'hésitez pas à en parler. C'est pas parce que vous voyez que quelqu'un d'autre vit des choses qui vous semblent pires que vous n'avez pas le droit de vous sentir mal. Sur cette note, je te remercie énormément, Mathieu, pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était une très très longue discussion. Je te remercie énormément, c'était super intéressant. J'espère que les auditeurs trouveront ça également aussi intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais, c'était super intéressant. Je te remercie pour l'échange. J'espère que ça intéressera des gens. Et effectivement, allez voir votre médecin. Et s'il répond pas à vos attentes, allez voir un autre médecin. Alors quand on peut, parce que malheureusement, des fois, c'est compliqué. Quand on peut. Exactement. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!